Cette vidéo-ci va être la continuité des vidéos précédentes concernant les générateurs de tension continue, hum, réels, hein, les réels et pas les idéaux. Quoique les idées, les générateurs de tension continue idéal peuvent nous donner quelques informations à partir desquelles partir. Voilà, mais on n'aura jamais de l'idéal, on aura toujours euh, du réel. Et donc du réel, c'est-à-dire des résistances internes à prendre en compte dans le générateur. Alors ici, je vais voir deux points caractéristiques fondamentaux à bien comprendre pour les générateurs et qui peuvent se retrouver dans d'autres cas de figure comme par exemple les quadripôles. Dans les quadripôles. Donc ça, je le verrai justement quand je verrai les quadripôles. Je verrai justement les notions de ce qu'on appelle les régimes à vide, hein, et les régimes en court-circuit. Régime à vide, régime en court-circuit. Bon, ici c'est le régime à vide, vous aurez compris, régime à vide du générateur, parce qu'ici on a affaire à un générateur dipolaire, à deux pôles, hein. On n'a pas un quadripôle. Quadripôle, j'expliquerai en son temps, c'est quand on a quatre pôles. Hein. On a deux paires de pôles. Là, on a une paire, ouais, on a deux fois, une paire de pôles. Ouais, deux fois une paire de pôles, c'est ça. Donc on a bien quatre pôles. Donc on a bien un quadripôle. Mais dans les régimes, dans les quadripôles, on parle beaucoup je veux dire, de régime à vide du quadripôle et du régime en court-circuit du quadripôle. Mais je verrai en son temps. Et de toute façon, les quadripôles, c'est utilisé, je veux dire, en courant alternatif. Voilà. Donc ici, je suis dans un système dipolaire. Système dipolaire, bon, avec, vous aurez compris, le générateur de force électromotrice E, la résistance interne propre, voilà, et là on a le point A, et là le point B, et là on a le système, enfin la résistance externe, voilà, et là on a la résistance interne, la résistance externe. Résistance externe que j'appelle R tout court, voilà. Et R interne que j'appelle R tout court. Petit R, grand R tout court pour la résistance externe, et petit R tout court pour la résistance interne. Voilà. Donc là, on a bien un circuit, bien sûr. Associé à ça, je peux associer quoi? Ouais, un interrupteur alloqué que je vais appeler switch S. Voilà, un switch S. Donc à ça, bien sûr, si je referme ici le circuit, je mets le circuit en service, j'ai un courant de passage ici que je vais appeler I. Donc on va avoir une tension U, UAB ou U tout court, hein, que je vais appeler U. Hein. Là, on a la force électromotrice, le plus moins. La grande barre, c'est le plus, le petit carré ici, c'est le rectangle. Le petit rectangle ici, c'est le moins. Et là, on a le courant qui va circuler comme ceci. Donc le I qui va circuler, je veux dire, dans tout le circuit, fermé, pour revenir, partir du plus pour revenir au moins. Voilà. Et la force électromotrice, vous comprendrez que la force électromotrice, c'est ceci. Voilà, le courant va du moins au plus ici. Voilà. Ben, on avait vu des équations. Je vais les remettre ici. La vidéo ici va être assez courte. Je vais juste définir les points caractéristiques, donc je vais utiliser trois tableaux différents, hein, pour les explications. Donc j'aurai assez de normalement je vais avoir assez de place. Donc la caractéristique externe, c'est-à-dire propre au récepteur, c'est U égale R fois I. Ça, c'est voir la vidéo précédente. Et la caractéristique propre au générateur, qui est la caractéristique interne, à ce moment-là, c'est E moins R fois I. Voilà. Et qu'on avait établi à partir de ceci, des équations caractéristiques propres à ces deux équations, qui étaient... Ici, on a bien U est égal en fonction du courant, hein, la caractéristique externe et interne, U en fonction du courant, mais on avait développé U en fonction de E, via le pont diviseur de tension, voire vidéo précédente, qui était U égale grand R sur grand R plus petit r fois E, et on avait développé aussi I en fonction de E. Et I en fonction de E, ben, c'était I est égal à 1 sur grand R plus R
le tout fois E. Voilà. Ça, c'est, en fait, c'est tout ce qu'on avait développé auparavant. Bon, maintenant, on va voir une situation. Et tout ça, ça donnait une caractéristique. Caractéristique, bien sûr, la caractéristique courant-tension ici, U égale F de I, c'est une caractéristique linéaire pour laquelle, je veux dire, pour un courant déterminé, je veux dire, on avait la source idéale qui faisait ceci, qui était constante. Voilà. Donc on a U, si je mets U ici, mais le U, on avait E, la force électromotrice ici, constante pour une source idéale, mais pour une source non idéale, c'est-à-dire réelle, on avait plus ou moins une courbe d'allure comme ceci pour la caractéristique propre au générateur, c'est-à-dire la caractéristique interne, pour la caractéristique externe, c'est-à-dire propre à la résistance, on avait ceci, et le point de fonctionnement était donné par l'intersection des deux courbes I1, U1, on avait le point de fonctionnement pour un courant bien déterminé. Voilà. Alors maintenant, on va voir un cas de figure précis, c'est-à-dire on va voir le régime à vide, d'abord le régime à vide et puis le régime en court-circuit. Moi, je vais voir, ça va être une vidéo très courte, mais il faut bien comprendre ça, donc il faut bien avoir ces notions. Les régimes à vide, en fait, le régime à vide, c'est quand on n'a pas de résistance de sortie. Voilà. On n'a pas de résistance de sortie. C'est-à-dire qu'ici, on n'a pas de résistance de sortie. Voilà. Donc, si j'ai pas de résistance de sortie, que vaut le courant? Ben, on n'a pas de courant qui passe parce que le circuit est ouvert. Donc, autant dire que I vaut 0, et on remarque tout de suite que E vaudra I d'office. Hein, d'office. Donc ici, on a I égale 0. Si je prends les deux équations, U égale R fois I, mais I vaut 0. Donc I vaudra 0. Voilà. On ne peut pas dire que U égale 0 d'office. Alors, la résistance, elle vaut combien? On a un circuit ouvert. En circuit ouvert, la résistance est... Imaginez ce que c'est qu'une résistance. Imaginez ce que c'est qu'une résistance. La résistance, c'est un élément électrique qui ne laisse pas passer, enfin qui offre une difficulté au passage du courant. Voilà, c'est ça une résistance. Et plus la résistance elle est grande, et plus le courant sera petit. D'après la loi, U égale R fois I. On est d'accord que si I est égal à U sur R, plus la résistance est grande, et plus le courant est petit. Plus la résistance devient grande, très grande, et plus le courant s'amenuise. À un point tel que, imaginez-vous que la résistance est tellement grande que le courant est tellement petit. Et à un moment donné, la résistance est infinie, eh bien, le courant il est plus petit, il est nul, il passe plus. Là, on a un isolant parfait. C'est un isolant parfait. On a affaire à un isolant parfait. Donc, il n'y a plus de courant qui passe. Voilà. Donc, un circuit ouvert est considéré comme un isolant parfait, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas passer le courant. Voilà. Donc, I vaut 0. Donc, la résistance, elle vaut combien? Elle vaut l'infini pour un circuit ouvert. Et le courant vaut 0. Bon, en mathématiques, 0 fois l'infini, eh bien, 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée en mathématiques. Mais ici, dans ce circuit électrique-là, 0 fois l'infini, mais ça n'a rien à voir avec les mathématiques. Hein. Rien à voir. Pourquoi? Parce que 0 fois l'infini, c'est à droite. C'est dans le circuit, on va dire, extérieur. Extérieur, ce que j'appelle extérieur, c'est au niveau de la charge. Il n'y a pas de charge. Il n'y a pas de charge. Parce que le circuit est ouvert. Donc, circuit extérieur, c'est le circuit à droite de AB. Et à droite de AB, il n'y a pas de charge. Donc, il n'y a pas de charge. Bon, 0 fois l'infini, c'est à droite. Mais à gauche, on a un circuit, voilà, quand même un circuit raccordé. Et là, on a une force électromotrice E. Pourquoi E? Pourquoi E? Parce qu'on sait bien que E est égal E plus R fois I est égal à U. D'accord, hein?
Comme j'ai pas de courant qui passe, I égale 0, j'ai pas de courant, donc j'ai pas de chute de tension interne, puisque voilà. Donc quand je mets la force électromotrice, directement sur les bornes AB, j'ai directement U. U vaudra E. Voilà. Donc, ce qui veut dire, je résume la chose, le régime à vide, qu'est-ce que c'est que le régime à vide? C'est quand je n'ai pas de charge. Quand le circuit ne possède pas de charge. Donc, supposons que j'ai fermé avec un interrupteur, je ne dessine pas l'interrupteur. Hein, bon, voilà. Donc, je n'ai pas mis de résistance de charge. Voilà les bornes AB. La résistance est considérée infinie. Si la résistance est considérée infinie, le courant est nul. Voilà. Et on aura E égale U. Voilà. Bon, si je dessine la caractéristique où j'ai ce cas de figure, voilà, par exemple, voilà la caractéristique de U E est égal à U est égal à E moins R fois I. Voilà la caractéristique générateur. Voilà. Et voilà la caractéristique récepteur. Et là, le point de fonctionnement. Donc là, on a U égale R fois I. Voilà, le point de fonctionnement. Hein, l'équilibre entre le générateur et le récepteur va donner un courant de passage I1 et avec une tension bien précise. Alors, où a-t-on ce cas de figure-là? Où peut-on trouver ce cas de figure-là dans la caractéristique? C'est tout simple. I égale 0. Mais il est là. I égale 0. E égale U. Ben, il est là. Puisqu'ici, c'est une force électromotrice constante. Pour un générateur idéal, on aurait une tension constante. E égale U. Voilà. Donc, on est là. I égale 0. Et encore pire, ben, ici, et la droite là, elle est où? Ben, la droite là, elle est là en fait. On a dit qu'auparavant, plus la résistance devenait grande et plus on avait la caractéristique externe qui devenait pentue, de pente plus grande. Caractéristique externe, caractéristique du dissipateur, c'est-à-dire de la résistance, c'est-à-dire de la charge, c'est-à-dire du circuit extérieur, c'est-à-dire du consommateur, etc. Il y a tous des noms qu'on peut attribuer, voilà, à la résistance. Donc plus la résistance grandit, plus, je veux dire, la caractéristique externe, extérieure, s'approche de l'axe des Y. Et à un point tel qu'on aura ceci, la résistance infinie, c'est ceci. Une pente infinie, c'est ça. On a une verticale. Voilà. Là, la caractéristique à vide, elle est là. La caractéristique externe à vide d'une droite où là il n'y a pas de résistance, ben, c'est ceci. Et l'intersection avec cette droite-là, mais on est avec la caractéristique externe, elle est là, la caractéristique interne, elle est là, et l'intersection entre la caractéristique interne et la caractéristique externe, c'est le point de fonctionnement là, c'est-à-dire ça va donner la force électromotrice E égale U égale E, U égale E, on aura ceci, U égale E, on aura bien sûr un courant nul, vous voyez, et on aura bien sûr la pente de la résistance, elle est infinie. Voilà. Et ça c'est le régime à vide. Comme j'avais dit, on cherche à avoir la plus faible résistance interne possible dans un circuit réel. Ouais, mais donc essayer d'avoir la plus grande résistance. Mais à un moment donné, bon, faut pas. D'abord, la résistance externe, c'est le circuit extérieur qui le donne. C'est la caractéristique du circuit extérieur. On branche une charge qu'on ne choisit pas. Voilà, donc le courant sera en fonction de la charge qu'on ne choisit pas. Voilà. L'idéal, c'est d'avoir une grande résistance, mais pas trop proche aussi du circuit ouvert. Hein. Faut pas que ce soit parce que faut pas que ce soit un isolant non plus. Hein. Voilà. Parce que si c'est un isolant, à ce moment, il n'y a plus de conduction de courant. Hein. Voilà.
Donc, je disais auparavant que c'est bien d'avoir une grande résistance. Je disais c'est bien, mais bon, on n'est pas le circuit, c'est pas nous qui attribuons, je veux dire, cette charge R, je veux dire, c'est le circuit extérieur, il est en fonction du circuit extérieur, donc on ne sait pas jouer un grand rôle sur le circuit extérieur, il est tel qu'il est. Voilà, donc on ne sait pas jouer là-dessus. Donc on branche une charge R, ben, la résistance, elle aura la résistance qu'elle a. Donc elle aura le courant qui va circuler dedans, bon, en fonction de la résistance qu'on a. Ben, on ne va pas commencer à chipoter sur la résistance pour essayer d'avoir une résistance la plus grande possible. Hein, voilà, pour avoir les plus petites chutes de tension. Ben non, la résistance, elle est ce qu'elle est. Voilà. Tout ce qu'on peut jouer, c'est sur la résistance interne. Ça oui. On doit avoir la résistance la plus faible possible. Et là, il faut acheter, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, un générateur. Il faut connaître la résistance interne du générateur. Et si on ne veut pas consommer, ben on achète un générateur avec la plus petite résistance interne. Voilà. Mais là aussi, on est tributaire du constructeur. Un constructeur, il construit un générateur, ben on est tributaire de la construction, c'est-à-dire que la résistance interne sera... eux, ils essaient de minimiser les résistances internes, mais malgré tout, on aura toujours une résistance interne. Voilà. Donc, je vais dire par là, si on veut, par exemple, comparer la caractéristique externe de plusieurs générateurs avec des droites, des pentes qui descendent comme ceci, bien sûr de même force électromotrice. Hein. Ils ont tous la même force électromotrice, ces différents types de générateurs. En fait, ça, ce sont différents types de générateurs, fatalement, parce que la résistance interne, elle est propre au générateur, elle est tributaire de la construction. Hein. Là, vous aurez compris. Donc là, on a un générateur, là, on a un autre générateur, là, on a un troisième générateur, tous de même force électromotrice, mais c'est des constructions voilà, qui vont faire office que ce générateur il a une certaine résistance interne, plus grande que celle-ci. Non, celui-ci a une résistance plus grande interne que celui-ci. Celui-ci a une résistance interne plus grande que celui-ci, et celui-ci a une résistance interne plus grande que celui-ci. Et donc, si je veux dessiner une petite résistance interne, voilà un générateur hein, avec une petite résistance interne. Bon, voilà. Mais ça, c'est la construction. Hein. C'est la construction. Et bon, donc on est tributaire de rien du tout en fait, de rien du tout. Voilà. Voilà. Quand on regarde bien la construction, ils vous fournissent un générateur avec une résistance interne, ben, vous conformez à la résistance interne que le générateur possède. Point. Je veux dire, on ne sait pas la modifier parce qu'elle a été construite telle qu'elle. Et bon, ils ont fait en sorte d'avoir le minimum de résistance interne. Ils vous ont donné un générateur avec une résistance interne qui était de telle valeur. Point. Vous ne savez rien faire d'autre. La charge, mais la charge, vous n'êtes pas tributaire de la charge. La charge, ça dépend de la charge que vous allez mettre. C'est pas vous qui allez fixer, je veux dire. Sauf si vous faites du laboratoire, vous voulez essayer différents types de charges. Ça, oui, vous allez mettre une résistance de telle valeur, une résistance. Mais sinon, en général, les charges un générateur, bon, hein, s'il faut une ampoule, les ampoules de 5 watts, ben, je veux dire, c'est tel type de résistance pour tel type d'ampoule. Ben voilà, vous n'êtes pas tributaire de l'ampoule. Hein, bon, enfin, vous êtes tributaire de l'ampoule. C'est pas vous qui fabriquez l'ampoule. Hein. La charge, bon, c'est le constructeur qui va fixer, je veux dire, la résistance de l'ampoule, enfin, qui va essayer de construire une ampoule avec une telle résistance, qui va bien illuminer, qui va voilà, avoir une telle puissance, donner telle luminosité, voilà. Donc en fait, on n'est pas tributaire ni de la sortie, ni de l'entrée de ces dipôles, ni de la sortie, ni de l'entrée. On n'est pas tributaire de rien du tout. Mais l'idéal, c'est d'avoir une résistance interne la plus petite possible, et de mettre des charges, bon, la plus grande. Voilà. Avec une résistance la plus grande, pour minimiser le courant en fait. Voilà, pour minimiser le courant. Voilà, même pas à minimiser le courant à un point tel qu'on n'a plus de conduction. Hein. Ça sert à rien. Moi, je veux dire, on a un circuit ouvert, il n'y a plus de courant qui passe, ça sert à rien. Non, on a un régime à vide. Bon, alors, maintenant, maintenant, vous allez me dire, ouais, mais à quoi sert le régime à vide? Ben, déjà, le régime à vide, c'est pour mesurer déjà la force électromotrice. Hein. Hein. Vous ne mettez aucune charge, vous mesurez, et vous savez dire que vaut E. Voilà. Voilà. Donc si vous mesurez, allez d'un voltmètre le point A et B,
vous allez voir tout de suite que vous pouvez mesurer U vaudra E. Donc U vaudra E. Voilà. Vous aurez déterminé la force électromotrice du générateur si vous mesurez la tension à vide. Alors, comment trouver la résistance interne à vide? Bon, si on part à partir des équations, I égale E sur R plus grand R. Ouais, avec ça, on sait se débrouiller. Pourquoi? Parce que j'ai la résistance interne, j'ai la force électromotrice, je l'ai mesurée à vide, hein. Je mesure à l'aide d'un voltmètre à vide. E est connu maintenant. Si je mets une résistance R, grand R connu, ouais, il faut mettre une résistance connue, hein, parce qu'il ne faut pas avoir trop d'inconnus, sinon on ne sait plus déterminer quoi que ce soit. Il ne faut pas avoir une équation à deux inconnus, fatalement. Bon, ici, je mets un ampère-mètre. Bon, à l'aide du voltmètre, j'ai mesuré. À l'aide du voltmètre, je mesure la force électromotrice E. Voilà, maintenant E est déterminée. Voilà, à vide. Puis je mets une résistance connue. La résistance étant connue, je mesure le courant étant connu. Donc I est connu. Voilà, donc il est facile de déterminer petit r. Voilà. Donc on aura quoi? On aura, si j'écris RI plus RI égale E. RI plus RI égale E. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le petit r. Si je mets I en évidence, non, voilà, j'aurai E moins RI, voilà, est égal à RI. Voilà. Donc, que vaut petit r? E moins R fois I sur I. J'espère que je ne me trompe pas. RI, ouais. E moins RI, c'est E moins U sur I. Ouais, effectivement. Ouais. Parce que si je fais... Ici j'ai E. Là j'ai AB, là j'ai U. Là j'ai la tension U. Là j'ai la tension E. Mais si je fais E moins U, il va rester la tension de chute. On aura la chute de tension. U, chute. Ouais, ouais, effectivement. Parce que on sait bien que la force électromotrice va se décomposer en deux parties. La tension UR, la tension au bord de la force électromotrice va se décomposer en une tension sur la résistance que je vais appeler UR, plus la tension sur la résistance, la petite r, qui est la chute, la résistance de chute de tension, qui est la chute de tension au bord de la résistance petite r. Voilà. Si on sait ceci, ben, si je fais E moins UR, ça fait U petit r. Voilà. Voilà. Et si je divise par I, si je divise tout par I, ben, on sait bien que là, UR c'est R fois I, sur I, mais ça fait R. Donc on a bien R. Voilà. Et là on aura E moins UR. UR ici je l'appelais U. Voilà, j'aurai E moins U sur I. Donc c'est juste. Donc pour déterminer la résistance interne, on mesure la force électromotrice à vide, on met une grande résistance grand R. À la rigueur, il y a même plus simple. Hein. Ici, je mets la résistance. Il n'y a pas besoin de mettre une résistance. Pas besoin de connaître la valeur de la résistance. Hein. La valeur de la résistance, pas... rien qu'avec cette formule-là, sans la valeur de la résistance, j'ai pas besoin de connaître de mesurer la résistance. Je mesure la tension, je mets une résistance, je mesure la tension aux bornes de A et B. Donc je vais mesurer U. Voilà. Et là, je mesure. En fait, voilà, c'est très simple. Donc on sait bien que I est égal à E moins U sur R. Voilà. Pardon, R, je m'excuse. R, E moins U sur I. Bon, donc
je pratique de cette façon-là. Je mesure la tension à vide. La tension à vide va me donner grand E. Ensuite, je mets une charge quelconque. Peu importe ce que c'est. J'ai pas besoin de mesurer la résistance. Hein. Voilà, je mets une résistance. Là, je mets un ampèremètre. Bien sûr, ici, j'ai mis un voltmètre pour mesurer la force électromotrice. Là, j'aurai U égale E. Voilà, en mettant un voltmètre. En mettant un ampèremètre, je sais mesurer le courant qui est de passage dans la résistance. Voilà. Donc, je connais I et je mesure, à l'aide du voltmètre, la tension que j'ai ici. Donc, j'ai U et j'ai I. J'ai I par l'ampèremètre et j'ai U par le voltmètre que j'ai câblé en parallèle sur la résistance R. Voilà. Peu importe la résistance. Et en faisant mon calcul, ben, j'aurai E moins U. E, je connais, U, je connais, E moins U, et je divise par I, j'ai la résistance interne. Voilà. Et la résistance interne, c'est une constante. Hein. Donc, peu importe la résistance que je vais utiliser, qu'elle soit grande ou petite, je vais trouver toujours dire la résistance interne. En d'autres termes, qu'est-ce qu'on fait? Hein, si j'ai E ici, comme ceci, ça c'est le cas idéal. Voilà le générateur que j'utilise. Je prends une résistance. Hop. Là, j'ai un point de fonctionnement. I1, U1. Bon, ici, je vais appliquer quoi? R égale E moins U sur I, sur I1. Voilà, U1 sur I1. Voilà, pour une résistance donnée, j'ai pris pour une résistance R1 donnée. Voilà. Maintenant, si vous prenez une autre résistance R2 plus grande que R1, là, voilà, là on a bien la loi U égale R2, R fois I avec R égale R2, voilà. Et là on a une nouvelle caractéristique. Le générateur est toujours le même. Voilà. Et là, je vais avoir quoi? Je vais avoir le courant I2. Ah, ici, je me suis trompé. J'étais un peu trop haut. Celui-ci, il est là. Le U1, il est là. Voilà. Et le U2, il est là. Donc, on jouerait. Là, si je peux mesurer R interne, comment? En faisant E moins U2, le tout sur I2. Voilà. Là, je peux mesurer donc la résistance interne R. Donc, quel que soit le coupe courant tension que j'aurai, ben, je serai toujours sur la droite là, et donc je serai mesuré, je veux dire, la résistance interne due à celui-ci. La résistance interne, bien sûr, qui est, comme vous le constatez, si je fais E moins U2, E il est là, moins U2, le tout divisé par U1, ben, c'est la pente en fait. Voilà, c'est la pente. La résistance, là, et là on mesure la pente, c'est juste la pente. Donc la pente elle est constante, donc on mesurera la résistance interne. Voilà. Bon, maintenant, ça c'est le régime à vide. Voyons un autre type de régime, fort important aussi, qui est le régime en court-circuit. Régime en court-circuit. Bon, là, le régime en court-circuit, vous aurez compris que c'est un cas particulier aussi. Voilà, le régime en court-circuit, c'est ceci. Donc ici, que vaut la tension? La tension, elle vaut 0. Voilà, la tension, elle vaut 0. Pourquoi? Parce qu'ici, bon, on va considérer que ceci, la résistance, elle est plus infinie, parce que l'infini, c'est circuit ouvert, mais que la résistance est nulle. Voilà. Si la résistance est nulle, U égale R fois I, bon, la résistance est nulle, peu importe le courant, eh bien, j'aurai une tension nulle. Donc ici, U égale 0. Voilà. Donc, circuit à vide, on a une tension nulle, enfin, en court-circuit, on aura une tension nulle et une résistance nulle.
Voilà, tension nulle et courant nul. Par contre, j'aurai un courant de court-circuit. Alors, que vaut le courant ICC? Ben, le courant ICC, on va le rechercher. C'est E moins E est égal à U. E moins RI est égal à U. Bon, c'est la caractéristique connue. Hein. Bon, U vaut 0. C'est la caractéristique du générateur. U vaut 0, on a E moins RI égale 0. Donc, E égale RI, donc I égale E sur R. Voilà, et ça c'est le courant de court-circuit. Donc le courant de court-circuit vaut la force électromotrice sur E sur R. Donc là, il suffit de faire. Donc je mesure. Comment mesurer R? Mais je le mesure à vide. Hein. Je sais mesurer R à vide comme je l'ai fait tout à l'heure. Hein. Je peux calculer le R. Hein. Et le E, je peux le calculer. Donc le courant de court-circuit, c'est facile. Il suffit d'aller chercher la résistance qu'on a été chercher, qu'on a trouvé à vide, la force électromotrice qu'on a mesurée à vide. Et là, je peux trouver le courant de court-circuit en faisant E sur R. Bon, il n'y a rien de compliqué là-dessus. Hein. Au niveau des caractéristiques, ça va donner quoi? Mais supposons que j'ai un générateur ici. Bon, avec la caractéristique, on a la force électromotrice E, le générateur de force électromotrice E. Voilà. La caractéristique, elle fait ça. Et en fait, la caractéristique en court-circuit, en fait, elle est là. C'est le courant de court-circuit. Courant de court-circuit qui est là. Donc là, on aura combien? On aura une tension valence 0. Hein. Hein. La tension ici, elle vaudra 0. Donc, tension nulle, on aura courant de court-circuit qui vaudra, bien sûr, on l'a dit, E divisé par R. Effectivement, si je veux la pente, comment avoir la pente? Ben, la pente, vous aurez compris que la pente, c'est côté opposé qui est E. Ici, on mesure E. Sur côté adjacent. Le côté adjacent, il est là. Voilà. Donc là, on a ICC. Donc on a bien R égale côté opposé sur côté adjacent. E sur ICC. Donc fatalement, on peut écrire que ICC égale E sur R. Alors, E sur ICC vaut la pente. Et la pente, c'est l'angle. L'angle, mais donné par le coefficient angulaire, petit r. Et on a une pente constante, donc voilà. Donc ICC, c'est E sur R. Voilà, on l'obtient à U égale 0. Pour U égale 0, on va chercher ICC égale E sur R. Voilà. Ouais, mais on peut arriver. Est-ce qu'on peut arriver à U égale 0? Ben oui. Quand est-ce? Quand on aura, à un moment donné, il arriverait que, supposons, qu'une résistance, pour une raison ou une autre, retombe à 0. Pour une raison ou une autre, on a un court-circuit. Si on a un court-circuit, hein, il y a deux fils qui vont se toucher. Ah, ce fil-là va se toucher ici, là. Là, on crée un court-circuit. Hein. Voilà, là, j'ai une résistance. Et supposons que j'ai une autre résistance de charge qui fasse ceci. Hop, la résistance ici, bon, elle vient. Cette fois-ci, elle vient là. Pourquoi elle viendrait là? Parce qu'il y aurait par exemple un composant ici, résistif. Lui, il serait connecté ici. Et lui, tout d'un coup, il viendrait à brûler. S'il brûle... Non, il viendrait faire court-circuit. Voilà. Donc il viendrait faire court-circuit. Donc là j'ai un court-circuit. Si l'élément là fait court-circuit, résistance fait un court-circuit, ben, là j'ai un court-circuit ici de cette résistance-là. Donc autant dire que j'ai deux fils câblés comme ceci.
Donc là, j'aurai un court-circuit, et donc j'aurai une résistance. Enfin, s'il n'y avait pas de résistance ici, bien sûr, parce que sinon on va être limité par la résistance là. Supposons que j'avais deux résistances et il y en a une qui fait court-circuit. Fatalement, elle va entraîner la seconde en court-circuit, qui était parallèle. Voilà. Et donc, si on a un court-circuit, ben, ça se résume en R tend vers 0. Bon, le cas idéal, c'est R égale 0. Hein. Si R égale 0, à ce moment-là, il faut que la source, R vaut 0, va entraîner U égale 0. U égale 0 va entraîner un courant de court-circuit immense, grand, très grand. Voilà. Qui sera E sur R. Mais R, s'il est très petit, si on a une petite résistance interne, le courant de court-circuit sera très grand. Voilà. Pour une force électromotrice constante. Hein. Donc, la résistance interne étant très petite, ben, on va avoir un courant de court-circuit très important. Donc, et pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Ben, on met des dispositifs, vous aurez compris, des dispositifs pour comment on appelle ça? Des dispositifs de protection adéquats qui peuvent déclencher en cas de problème, déclencher tout de suite. Pour éviter, je veux dire, des courants qui vont monter très haut. Donc, quand le courant va monter très haut, mais il faut couper ce fameux courant de court-circuit qui va. Si je prends R proche de 0, R proche de 0, on va même mettre 0. Si R est proche de 0, on va même mettre 0 pour avoir une première approximation. Enfin, une approximation, je veux dire, enfin, pour avoir, dire, si R égale 0. On approxime la résistance interne à 0. Voilà. À place qu'elle vaut quelques ohms, mais voilà, elle vaut 0. On approxime. Vous comprendrez que quelque chose, une constante sur 0, ça fait l'infini. Hein. Donc le courant va monter à l'infini. Hein. Bon, et ça peut le faire brûler, je veux dire, des câbles ou tout ce qui s'ensuit, des conducteurs, enfin, tout ce que vous voulez. Si vous ne mettez pas un appareil voilà, le courant il va être tellement immense, le courant d'appel va être immense, qui va traverser des sections qui ne sont pas, je veux dire, adéquates pour faire passer un courant hyper important. Donc les fils vont brûler et fatalement, ça va entraîner, je veux dire, un incendie hein, d'office. Voilà. Donc pour ça, on met des dispositifs de protection pour que le courant ne monte pas très haut. On coupe, il faut que un dispositif de protection puisse voir qu'il y a une différence du circuit, donc couper le courant, ce fameux courant qui devient, je veux dire, qui monte à des proportions, des allures, je veux dire, monte à des valeurs très importantes. Donc il faut couper ça. Voilà. Et les dispositifs de protection, c'est ce qu'on a, c'est les dispositifs de protection, on a plein. Hein. Bon, il y a un dispositif de protection à fusible. Voilà, et si on a un alternatif, on retrouve les dispositifs de protection, je veux dire, de disjoncteurs, hein, disjoncteurs, qui disjonctent justement, qui coupent en cas de problème, je veux dire, de court-circuit en fait. Attention qu'ils peuvent déclencher, je le verrai aussi, ça je verrai un de ces quatre, ils peuvent déclencher en cas de surchauffe aussi. Hein. Parce qu'on a des disjoncteurs, ce qu'on appelle des disjoncteurs magnétothermiques. Voilà. Mais voilà, ils peuvent interagir dans deux cas de figure, en cas de surcharge ou en cas de court-circuit. Voilà. On a des disjoncteurs magnétothermiques. Voilà, donc ceci étant dit, on a vu ici, il y a deux cas de figure de régime en circuit ouvert et régime en court-circuit. Et beaucoup de composants, beaucoup je veux dire, de générateurs, on étudie, je veux dire, le régime en circuit ouvert et le régime en court-circuit. Et ça, on verra en alternative quand je verrai les quadripôles. Quadripôles, ça, on voit assez souvent ça. Voilà. Je crois que j'ai tout dit sur ce que je veux dire sur cette vidéo. Je vous remercie.